pas non plus que les Grecs considéraient le travail avec méfiance et qu'il a fallu la pensée chrétienne pour que le travail, s'il reste une contrainte, cesse d'être une malédiction. Et au fond, nous le savons pourquoi nous travaillons, pour quantité de raisons, de la plus humble et nécessaire à la plus élevée possible. Il faut gagner sa vie, pour soi et les siens. Question sur le salaire, sur le revenu. Il faut assurer sa sécurité, la sécurité collective de ses proches. Application, assurance chômage, maladie, etc. Il faut satisfaire les besoins d'autrui. Il faut rendre service avec tout le champ de la redistribution. Il faut, et c'est important, travailler avec d'autres. Y a-t-il aujourd'hui encore une valeur travail dans notre société? L'évolution de notre rapport au travail est bien plus profonde. Le changement d'époque a entraîné un changement de paradigme. 1981 en est certainement la date clé, car à partir du moment où les socialistes s'installent à l'Élysée, la nécessité du travail est balayée d'un revers de la main et le temps libre devient alors une préoccupation centrale. Dans les médias, on parle de justice sociale. Dans les universités, on parle de justice sociale aujourd'hui pour les agriculteurs, pour les paysans, dans les entreprises. Et pourtant, où est-elle, cette justice sociale? Il n'y a pas de justice sociale lorsqu'un paysan ruiné se suicide tous les 2 jours à cause d'une administration obèse et d'un État qui lui prend tout, et ne tapant l'essentiel, vous l'avez dit tout à l'heure, cher monsieur, sa dignité. Aujourd'hui, la moitié des agriculteurs ont un revenu qui est inférieur à 1 000 € par mois, pour une moyenne qui est comprise entre 55 et 70 heures, ce qui correspond à peu près 5 € de l'heure. 18% des agriculteurs, il y a une forte disparité entre les productions animales et les productions végétales, mais le revenu moyen, c'est quand même celui-ci. 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, contre 13% dans d'autres secteurs d'activité. Et il y a aujourd'hui donc une précarité extrêmement forte, puisque nous sommes rentrés donc, dans le système européen il y a un certain nombre d'années, qui au départ avait mis en place un système de prix garantis. Et ces prix garantis se sont transformés en subventions, qu'il y a une déconnexion extrêmement importante de ceux qui nous gouvernent par rapport à ce qui est essentiel. Comment on peut réfléchir aujourd'hui finalement cette question de la juste rémunération? Est-ce que même c'est possible? Est-ce qu'il y a un système, il y a une façon d'envisager, à la fois quand on est en responsabilité ou plus généralement, comment on peut concevoir cette juste rémunération? Alors avant de parler de la rémunération, moi je voudrais parler du travail, parce que la question du jour c'est le travail a-t-il de l'avenir? Il se trouve, je ne sais pas si c'est M. Nort ou M. Vivier qui a parlé tout à l'heure de l'année 1900. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2024. Ma grand-mère aurait eu 124 ans. Et ma grand-mère, quand j'étais petit, je me souviens, elle me disait, là, quand je mangeais, elle disait, bah, si tu manges, c'est parce que quelqu'un l'a fait. Si tu es assis sur une chaise, c'est parce que quelqu'un l'a fait. Si tu es à une table, quelqu'un l'a fait. S'il y a une maison, quelqu'un l'a fait. S'il y a des routes, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour le faire. Pourquoi pas si c'est pas moi qui paye? Mais, enfin, je veux dire, d'encourager des gens à être paresseux et à rester chez eux, moi, j'en tombe sur là où je suis assis. Donc, je crois qu'on devient fou. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un peu impliqué dans le syndicalisme patronal. Moi, je rencontre des gens qui commencent à me parler des 32 heures. Mais il y en a même qui nous parlent des 28 heures. Il y a des gens qui me parlent de la semaine de 4 jours. Mais j'en entends aussi qui me parlent de la semaine de 3 jours. Mais de la semaine en 4 jours, M. Attal a dit. Donc, condenser encore un peu plus le travail. Donc, le travail, aujourd'hui, il a de l'avenir, oui, mais il est en danger. C'est évident qu'il y a un problème de rémunération dans ce pays pour les gens qui travaillent. Mais le problème, et notamment les agriculteurs, mais pas que, dans les entreprises aussi, dans la grande distribution aussi, dans l'industrie. Moi, je suis dans l'industrie. Mais il faut savoir, vous avez dit, là, M. Nord, c'est en France qu'il y a le plus de redistribution. Et c'est aussi le pays où les salaires sont les plus chargés. Il y a à peu près 4 millions d'entreprises en France. 99% sont des TPE, PME. Et bien, ces fameux congés payés, c'est la différence entre un bénéfice et une perte. D'accord? Donc, il faut trouver, et c'est très compliqué, le moyen que les gens qui travaillent soient rémunérés comme il faut, mais il faut aussi, je pense, alléger les charges. Le travail rend digne et donne une dignité. Et pourquoi il rend digne? Parce qu'en fait, il permet à chacun d'être contributeur. Il contribue à la création, évidemment, pour nous chrétiens, mais il contribue aussi à un projet.
et donc ça donne du sens à sa vie. Et là, on n'a pas parlé de rémunération financière, on a parlé de contribution, mais cette participation, rien que la participation est déjà une rémunération. Question de la rémunération, elle s'autorégule avec le marché. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas recruter quelqu'un qui n'a pas envie de venir parce que voilà, dans les conditions, la rémunération n'est pas au niveau. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est très très important. Et après, dernier petit sujet que je voulais évoquer, c'est que en fait, dans une entreprise, on fait vivre en fait un acteur économique qui a ses lois, qui a ses règles, et qui, si il ne dégage pas un peu de rentabilité, eh bien, en fait, ne va pas pérenniser l'emploi, donc le travail que l'on a proposé et que l'on a donné à un collaborateur. Donc, la question de la juste rémunération, c'est aussi la question de la pérennité de la rémunération de quelqu'un. Puis, les évolutions culturelles et éthiques font que il y a une espèce, comment dire, entre la droite et la gauche aujourd'hui, entre les libéraux et les socialistes. Il y a majoritairement une unité sur des conceptions matérialistes libertaires de l'homme. Ce qui fait que l'individu est face à l'État. Et il est seul face à l'État. Ce qui n'était pas le cas en 1950. Si on prend la politique familiale, aujourd'hui, les enfants sont dans des familles instables et la relation parentale peut être aussi précarisée. Vous voyez, il y a... je pense que ça a été dit déjà il y a 30 ans, mais le plus grand mal dont souffrent nos pays développés, c'est celui de la solitude. Laurence Trochu est professeure de philosophie. Elle a été conseillère municipale à Guyancourt et elle est aujourd'hui présidente du mouvement conservateur après avoir été porte-parole de François Fillon, du candidat Fillon, pendant l'élection présidentielle de 2017. Voilà, je lui cède la parole et je la remercie de ce qu'elle va nous dire. Cher Jean-Frédéric et cher Bruno, voilà mes compères d'organisation de cette convention, chers amis qui êtes là et chers intervenants qui nous partagez vos regards croisés sur le travail. Je voudrais, en introduction de cette table ronde, montrer un enjeu qui est aussi celui des générations. On l'a évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu qu'une question a été posée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours par BFM Business. Et la question, en fait, était la suivante. La génération Z a-t-elle un problème avec le travail ? Alors, près de 2 votants sur 3 ont exprimé leur accord avec cette assertion. Et les plus âgés des répondants, d'ailleurs, soulignaient l'implication moins grande au travail qu'ils pouvaient constater chez ces jeunes donc, qui sont nés à partir de 1997 et qu'on appelle la génération Z. Et ces jeunes, disaient les plus vieux, n'ont pas envie d'être asservis et de perdre leur vie à la gagner. Et alors ça, c'est une enseignante en Master 2 qui commentait les résultats de l'étude et elle pointait l'insistance de cette nouvelle génération sur une meilleure conciliation, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. On ne disait pas ce qu'elle mettait dans vie privée, et sur la nécessité de trouver du sens à son travail. Et de fait, la question du sens et du plaisir au travail, pour autant, on ne peut pas dire qu'elle date d'aujourd'hui. Et elle a été initiée par des générations et des générations de travailleurs qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans. Et ça, c'est ce que précisait Julien Badre, qui est le président du Mercato de l'Emploi et qui se refusait à faire une analyse sur la base d'une grille qui ne tiendrait compte que justement de ce critère de génération. Il précisait d'ailleurs la génération Z ne fait que poursuivre ce chemin-là qui a été initié finalement par la nôtre au moins. Et moi je me souviens en effet d'une réunion de rentrée dans un lycée renommé qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines.
Et le directeur, lors de cette réunion, parlait de la relation que les élèves ont au travail scolaire. Et en s'adressant aux parents, il mettait le doigt sur un sujet crucial. Il nous disait la chose suivante. Si, pour vous les parents, la semaine n'est qu'un fil tendu entre 2 week-ends, comment voulez-vous donner à vos enfants l'amour du travail? Comment vous pouvez, dans ces conditions, dans cet état d'esprit-là, leur faire comprendre que le travail n'est pas qu'une corvée? Alors le sujet qui va être abordé justement dans cette table ronde, et je le donne dans toutes ses dimensions, comment promouvoir des conditions de travail propices à la santé, à l'épanouissement et à la participation des salariés. Eh bien, cette question, elle se pose dans un contexte qui a déjà été évoqué, où les manières de travailler ont profondément évolué. Apparition simultanée, on va dire, des changements technologiques et communicationnels, des changements aussi ou des pertes de repères de la société, l'émergence également de valeurs plus individualistes, et puis peut-être aussi l'événement démographique ou les changements démographiques qui ont été évoqués également. C'est vrai qu'on a ce sentiment, et je pense qu'on le ressent tous, que le temps s'accélère, que le travail n'est rien d'autre qu'une course-poursuite à la recherche du temps, pour suivre un rythme qui nous est imposé par des nouvelles technologies, par des machines, par des contraintes économiques, par des contraintes administratives. Et puis, cette pression du temps rythmé, elle n'est évidemment pas nouvelle. Je pense à la référence, par exemple, à Hannah Arendt, qui, en son temps déjà, au moment de la mécanisation, avait insisté là-dessus. Mais peut-être ce qui est nouveau, c'est le règne de l'immédiateté, qui est bien évidemment accru par les réseaux sociaux. C'est le tout de suite, dans l'accès à l'information, dans l'accès à la formation, dans l'accès à la rémunération, mais aussi c'est les évolutions omniprésentes des contraintes de résultats et de profit, et puis je dirais aussi la pression qui est liée à la peur de perdre son poste, de perdre sa place. Évidemment, la discussion s'ouvre également dans un contexte social des plus tendus qui a été rappelé évidemment. La révolte des agriculteurs partout en Europe, parce que ça n'est pas qu'en France, elle met en lumière quelque chose de fondamental et qui sous-tend en fait toute la réflexion de notre convention. Quand on parle de recherche des bonnes conditions de travail, ça pose la question de la justice. On a parlé de la justice sociale. Je voudrais donner plusieurs de ces déclinaisons. La justice organisationnelle, alors bien sûr c'est un terme technique, mais elle est à l'épreuve de quoi? Elle est à l'épreuve des normes, des procédures, de la paperasserie. Bien sûr ça fait écho aux revendications même de nos agriculteurs. La justice distributive, vous savez, qui doit faire se rencontrer ce que le travailleur apporte et puis ce qu'il reçoit. Et puis la justice procédurale qui vise la clarté et la transparence dans la prise de décision, on en a parlé. Et enfin la justice interactionnelle qui prend soin des relations entre les personnes au sein d'une entité quelle qu'elle soit. Rien de cela, évidemment, dans le monde du travail pour nos paysans, tel qu'ils nous le livrent aujourd'hui au grand jour. On comprend dès lors le suicide des agriculteurs, dont on me disait d'ailleurs hier qu'il n'était pas à la fréquence d'un suicide tous les 2 jours, mais bien plutôt de 2 suicides par jour. Alors souffrance, mal-être, antisocialité, harcèlement, addiction, burn-out ou bien à l'inverse, bore-out pour ceux qui s'ennuient, chômage, absentéisme, et comment ne pas évoquer aussi le tiraillement qui touche peut-être de manière plus spécifique les femmes, notamment les femmes qui sont mères. Eh bien, si nous organisons une convention sur le travail, ce n'est pas pour faire cette liste désolante de tous les maux qui entourent le travail. C'est bien évidemment pour trouver des solutions en amont plutôt qu'en aval, pour trouver des moyens de prévenir plutôt que de guérir. Et en visant le bien-être au travail, dont je vous donne la définition officielle, à savoir un état agréable, équilibré et durable de l'esprit et du corps, en notant l'absence de souffrance, de troubles ou d'inquiétude. Eh bien, si je donne cette définition-là du bien-être, ce n'est pas pour nous enfermer dans une définition
psychologisante du sujet. C'est plutôt pour que nous fassions ensemble dans cette table ronde cette démarche qui consiste à remonter aux causes qui permettent des conditions de travail qui de fait sont propices à la santé, à l'épanouissement et à la participation des salariés. Et si je conclus en m'appuyant sur la philosophe Simone Weil, c'est pour rappeler les besoins de l'âme humaine. Vous savez, elle a écrit ce très beau texte qui s'appelle « L'enracinement », on en a parlé. Et quels sont les besoins qu'elle a identifiés? L'ordre et la liberté. Parfois, vous aurez peut-être cette impression de mots antagonistes, mais elle veut faire tenir tout cela ensemble. L'obéissance, l'initiative et la responsabilité, le sentiment d'être utile et même indispensable, l'égalité et la hiérarchie, l'honneur, la liberté d'expression, la sécurité et la prise de risque, la propriété privée, la participation au bien collectif et pour finir, le besoin de liberté. Eh bien, je me dis qu'il y a dans cette énumération de quoi inspirer des solutions concrètes. Et je remercie les intervenants de la table ronde, à savoir Mathieu Dietchessar, Jean-Claude Delgène et Bruno Verken, qui vont puiser dans leur expérience et puis dans leur réflexion pour nourrir, puisque c'est bien là l'objectif aussi, nos engagements politiques au service des Français. Je vous remercie de les accueillir. Différentes études européennes le montrent, c'est qu'il y a une singularité française, hein, très nette. C'est-à-dire que vous prenez l'étude sur le Centre d'études emploi du travail en 2017, qui est une étude qui se fait tous les 5 ans régulièrement pour mesurer l'évolution des conditions de travail en Europe. La France, depuis 15 ans, est un pays qui a complètement décroché au niveau des conditions de travail. La France est au même niveau que l'Albanie en matière de conditions de travail, au même niveau que l'Albanie. C'est-à-dire que globalement en France, vous avez 40% des actifs qui sont dans un travail dit tendu, c'est-à-dire avec des ressources qui sont insuffisantes pour assumer des exigences professionnelles qui sont présentes. Soit tendu en termes de moyens, soit tendu en termes de temps. En clair, on est sans arrêt dans l'urgence. Les troubles psychologiques s'installent pour la 2e année de suite comme la première cause d'arrêt du travail de longue durée, je parle de la longue durée ici, à 22,2% devant les troubles musculo-squelettiques, qui, pour les spécialistes, les troubles musculo-squelettiques, vous savez, c'est comme on a mal au dos, hein, et quand dans le vocabulaire de nos grands-mères, en avoir plein le dos, c'est, vous commencez tous à me... Hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, on voit bien que la prééminence de la souffrance mentale au travail est importante. Les régulateurs de toutes sortes imposent toujours plus de normes, au niveau européen mais au niveau français, et la conformité devient, comme on dit, the license to operate, c'est-à-dire si vous n'êtes pas conforme, vous fermez l'usine. C'est comme ça que ça se passe. Et sans oublier, effectivement, les opinions publiques, les consommateurs, qui veulent que nos entreprises fassent le bien. Et ces injonctions portent énormément de contradictions et à un moment, elles finissent par se traduire par une forme de toute-puissance. Je vais faire court, mais innover sans cesse en améliorant toujours la qualité, toujours plus rapidement, toujours moins cher, en étant toujours plus exemplaire, durable et respectueux des parties prenantes. Voilà, ça c'est ce que disent nos entreprises. Vous lisez leur rapport de développement durable, vous lisez leur doc de référence, c'est écrit noir sur blanc comme ça. Eh bien, ça n'est pas possible. Il y a une révolution profonde qui est une révolution des modes d'organisation. D'où vient-elle? Je crois que Bruno et Jean-Claude l'ont bien dit, de choses dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant, mais il s'est passé des choses, évidemment, dans nos économies. Par exemple, il y a eu la mondialisation, la création de l'OMC, la libéralisation des échanges, la mise en compétition de nos entreprises avec des entreprises produisant dans des conditions de coûts, de normalisation, etc., qui n'ont absolument rien à voir. Donc une intensification, évidemment, de la compétition. Certains économistes industriels parlent d'hyper-compétition, bien sûr. Mondialisation. Il y a eu la financiarisation. La financiarisation, c'est quoi? Cet état dont on ne cesse de dire depuis tout à l'heure qu'il est partout. Oh, ce serait un gros problème, ça. Il est peut-être partout, mais il est nulle part là où on l'attend. Hein, parce que, en tout cas, cet état qui, soi-disant, serait partout, il est nulle part dans les endroits où il avait tout le temps été. C'est-à-dire qu'il a abandonné tous les endroits où il était tout le temps été. Par exemple, un état qui serait partout, mais qui ne gère plus ses frontières, ça me paraît très surprenant. Un état qui serait partout, mais qui ne gère plus sa monnaie,
Ça me paraît extrêmement surprenant. Un État qui serait partout, mais qui ne gère plus quelques secteurs industriels clés pour sa souveraineté en les nationalisant, par exemple, ça me paraît très surprenant. C'est un État qui serait soi-disant partout, mais qui n'aurait plus de grandes entreprises nationales, qui ne gérerait plus ses frontières et qui ne gérerait plus sa monnaie. C'est au contraire un recul terrible de l'État, au profit évidemment de la mondialisation et de la financiarisation. Digitalisation qui, contrairement aux rêves d'il y a 20 ans, les réseaux d'entreprises allaient créer de l'intelligence collective de façon horizontale, etc. Enfin, toutes les études montrent que ça a créé, au contraire, une véritable taylorisation assistée par ordinateur. Hein. Il y a 5500 médecins du travail aujourd'hui. Dans notre pays, elle est touchée comme le clergé des églises catholiques dans les mêmes proportions. Il y a 4 ans, 8000 médecins du travail. Il y a 5 ans. 8000 médecins du travail, 5500 aujourd'hui. C'est absolument fondamental parce que les médecins du travail jouent un rôle clé de prévention en amont auprès des employeurs, et aujourd'hui leur faible nombre fait qu'ils font que du curatif, que des visites de reprise, que des visites d'aptitude, au lieu de travailler sur les conditions de travail avec l'employeur. Ce colloque se déroule dans une situation un peu particulière, une crise sociale et économique qui secoue notre continent, comme il n'y en a pas eu sans doute depuis un certain nombre de décennies. Il se trouve que la colère des agriculteurs va très au-delà du simple monde agricole et des filières agroalimentaires. Elle remet en cause, cette colère, non seulement la structure même du marché agricole ou agroalimentaire, non seulement les pratiques d'un certain nombre d'acteurs de la grande distribution, mais de manière plus générale, elle interroge la manière dont l'Union européenne envisage, ou plutôt n'envisage pas, la pérennité de notre modèle social et de notre indépendance alimentaire. Pour mémoire simplement, ça va conforter des choses qui ont été dites cet après-midi. La population active agricole était de 66% des travailleurs en 1800, 44% en 1900, 22% en 1950, elle est de 2% aujourd'hui. Et j'emprunte au philosophe Michel Serres, qui nous regarde de là-haut, cette phrase, ce constat qu'il faisait devant une assemblée d'ailleurs de syndicats agricoles: la disparition progressive de la paysannerie est certainement le drame le plus tragique auquel l'humanité ait pu assister au cours du XXe siècle.